Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Soundcheck Podcast Studio. Encore une fois, je suis très heureux de vous savoir à l'écoute et le projet prend de plus en plus d'ampleur. Donc, si vous avez envie de visionner tous les épisodes gratuits depuis le début, allez vous abonner sur la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast, et vous allez avoir dans la chaîne les Soundcheck Podcast Studio. On a plus d'une vingtaine d'épisodes de tournée. Il en sort un par semaine. Merci d'être là. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et sur TikTok, Steven Bilodeau Humoriste, parce que pendant chaque tournage, on diffuse en intégralité et avant tout le monde, le tournage. Le son est pas bon. L'important, c'est que vous, pour ceux qui aiment ça, avoir l'épisode avant les autres, va falloir couper ça, JF. C'est de la crise de merde à un moment donné. Merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, mon invité, Nicolas Raymond. Bienvenue, Nick. Nicolas est vétéran, entrepreneur, animateur du podcast Là, on jase. Parce que là, j'ai dit là, tu jases, mais tu jases pas tout seul. Tu jases avec des gens. Ouais. Puis, on parlait d'entrée de jeu. Une nouvelle popularité sur les réseaux sociaux. T'es abonné, t'es un créateur de contenu sur TikTok. Puis tu me disais que d'entrée de jeu, c'est en pandémie que t'as décidé d'être TikToker. Ouais. Pour quelle raison? Puis c'est quoi ton trend? Je fais pas des réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux, c'est essentiel pour un podcast, pour n'importe l'humoriste. Les réseaux sociaux, c'est la base de tout business, surtout dans l'ère d'aujourd'hui. Mais dans le temps du COVID, on en parlait un peu tantôt, là, mais moi, j'étais à l'école des recrues à Saint-Jean. Fait que c'était comme T'étais instructeur à l'école des recrues. J'étais instructeur, j'étais commandant de section, puis à la fin, j'étais commandant de peloton. Donc, évidemment, c'est une école. Fait qu'en temps de COVID, tout a fermé, y compris les écoles. Fait que j'étais pendant à peu près 1 an et demi à la maison. Tu me vois surpris. Je savais pas que l'école des recrues des Forces armées canadiennes avait fermé. Ah, complètement. Ouais, tout était fermé. Donc, toute l'instruction était mise sur pause. Pendant combien de temps? J'ai envie de dire 1 an et demi. Pas de recrues qui ont été formées pendant 1 an et demi? Je veux pas m'accrocher trop ces chiffres, là, mais c'était 1 an certain. Non, mais grosso modo, l'école a été sur pause. Ah oui. Un montant de temps qui était quand même intéressant à souligner. Est-ce que tu penses que ça peut avoir fait partie justement du fait qu'il manque 16 000 personnes dans l'armée présentement? Peut-être. On forme combien de soldats en 1 an à l'école des recrues? Je sais pas. Une affaire de fou. Mais là, ils ont ouvert les valves. Là. Ouais. Leurs critères d'entrée sont vraiment lousses. Le force test, tu peux le faire à Marchac, à Asbal. Tu veux expliquer aux gens c'est quoi le force test? Force test. Moi, je me souviens pas exactement c'était quoi qu'est-ce qu'on faisait dans le force test, mais c'est à chaque année, il fallait faire un test de physique pour montrer que tu es toujours apte à servir. Et puis les recrues. Ce que je me rappelle, push-up, set-up, donc redressement assis. Il y avait une marche rucksack, je pense, sais-tu? Transport du pompier. Exact, ouais. Marche rucksack, marche de 13 km avec sac à dos, possiblement. En tout cas, ces choses-là. Mais là, le transport du pompier, ils l'ont plus. Non. Parce que les jeunes se blessaient. C'est tu dois draguer, tu dois tirer un corps sur. Mais ça a peut-être changé parce que les deux, ça fait quand même un moment qu'on est sortis. Les dernières années, au Force spécial, là, on faisait du body drag. Okay. Il me semble. Spécial pareil, hein, les forces spéciales, puis tu fais encore le force test quand. Oui, non, c'était exactement la même chose que tout le monde. Ouais. Fait que bref, les recrues, il faut qu'ils fassent la même chose, puis là, ils ont ouvert les valves là, sur les critères d'entrée. Mais je sais pas combien de personnes qui forment, mais c'est assez faramineux. Mm-hmm. Les gens qui sortent, est-ce que c'est en partie à cause de la vague du COVID? Est-ce que c'est parce que les gens sont tannés d'être mutés à gauche puis à droite? Est-ce que il faut qu'ils montent les rémunérations? Je sais pas c'est quoi exactement. On va en parler de l'époque où est-ce que tu étais instructeur à l'école des recrues, parce que moi, ça m'intéresse énormément. Mais parle-moi de comment est arrivée l'idée de commencer à faire de la création de contenu. On part à gauche puis à droite. Ouais, mais je ramène tout ça au centre. Mais j'avais rien à faire, puis ça c'était quand TikTok commençait vraiment à prendre la vigueur. Et puis je suis quelqu'un, Gary Vee, tu connais Gary Vee? Ses réseaux sociaux, je pense que tout le monde devrait suivre Gary Vee, ses réseaux sociaux. Il manque de temps. C'est quoi son genre de... No bullshit. Il dit les choses comme c'est un entrepreneur qui a réussi à faire des centaines de millions à partir de l'âge de 45 ans. Fait qu'il y a pas bref, c'est une personne
personne super, super intéressante. Puis lui, il parlait beaucoup de TikTok. Puis il dit, si t'es pas sur TikTok, il faut que tu y ailles. Puis il y a 2 façons de se rendre populaire sur TikTok. C'est soit tu pognes un vidéo virale ou c'est soit que tu postes tous les jours, 4-5 fois par jour. Fait que moi, pas n'étant super fin, je savais que je pouvais pas faire un vidéo virale. Fait que j'ai posté 10 fois par jour pendant 1 an. 10 fois. 12 fois, 15 fois, 20 fois. Je postais... Du contenu de 30 secondes, 1 minute? Tant que je voulais. Mais 10 secondes même, là, tu sais, t'embarques sur des trends aussi. Tu sais, fait qu'il y avait des sons sur TikTok, il y a des sons qui deviennent virales. Parce qu'il y a des millions de vues aux États-Unis, mais je repognais ce son-là, puis je faisais des petites danses, je faisais tout ce qu'il fallait faire pour aller chercher des vues, puis très, très rapidement, j'ai grimpé à 27 000 abonnés. À un moment donné, je me suis fait mon premier vidéo, c'était genre 10 000 vues, j'ai dit, ça y est, je lâche l'armée, je suis famous, c'est là que ça se passe, tu sais. Ouais. J'ai pas dit un vidéo, puis je l'ai délité aujourd'hui, là, 3,5 millions de vues sur TikTok. C'est quoi? C'était une vidéo justement sur l'Afghanistan. C'était quoi? C'était... Un firefight? Non, c'était Colin. Je l'ai délité parce que je continue encore aujourd'hui. Je continue à avoir des messages de personnes qui sont contre l'armée partout à travers le monde. C'était... je pense que c'était comme en Afghanistan que ça retombait dans les mains des talibans. Puis moi, tu me vois, puis cette vidéo-là, je l'avais faite avec beaucoup d'émotion, puis j'avais les yeux pleins d'eau, puis j'étais comme shit. Lorsque les Américains se sont retirés du théâtre. Puis j'étais comme shit. Puis j'avais mis un son en plus avec ça, un son populaire. Puis j'étais comme, tout ça pour ça, dans le fond, tu sais, tous nos sacrifices qu'on a fait là-bas. On rentre là-dedans, direct en partant. 3,5 millions de vues. C'était quoi ton émotion face à ça, notre retrait des forces de l'OTAN en Afghanistan? On ne peut pas rester là pour toujours. Tu sais, à la base, il y a plusieurs personnes qui sont allées de l'autre bord pour servir pour X raisons. Il y en a c'est leur famille, il y en a c'est pour servir leur pays. Moi, je suis jamais allé pour mon pays, tu sais, pour défendre mon pays, parce qu'à la base, j'ai jamais vraiment cru à notre mission que, tu sais, je veux dire, t'es-tu capable de me répondre pourquoi on était là depuis le début? Tu sais, on l'utilise comme exemple parce que les taux jumelles ont été rentrés dedans, puis là, c'était comme une initiation avec l'Irak puis tout, mais au final, il y a personne vraiment qui sait pourquoi est-ce qu'on était là pendant aussi longtemps, tu sais. Fait que la mission du Canada en tant que telle, moi, j'étais jeune, hein, j'ai eu 19 ans en Afghanistan. Fait que j'étais un kid. Est-ce que tu penses que les raisons politiques et économiques peuvent avoir changé au cours des 15 ans qu'on a passé là-bas? Moi, je pense que l'argent, encore là, c'est une opinion personnelle. Hein, ça peut être faux, ça peut être vrai. Je sais pas, c'est une opinion personnelle. Je pense que l'argent roule le monde. Je pense que c'est une raison politique puis une raison monétaire pourquoi que les gouvernements étaient là. Ouais. Pour la même raison qu'on est sorti de là aussi rapidement qu'on est rentré. Puis à cette heure, le pays est contrôlé par les talibans. Là. On a laissé des hélicoptères, on a laissé des armes, on a laissé des grenades, on a des tanks. Les talibans, présentement, roulent le pays avec l'équipement qu'on a laissé derrière. Des glow sticks, des caisses, des 6 cannes complets de... Des hélicoptères, je veux dire, ils ont tout laissé ça, là. Mais si je prends ce que tu m'as dit, moi, j'étais allé là-bas pour gagner ma vie, tu sais. Ouais, carrément. Pourquoi émotionnellement ça te fait quelque chose qu'on ait laissé de l'équipement et que les talibans aient repris le pouvoir? C'est que tout ça, pourquoi? Tu sais, j'ai perdu du monde, moi, là-bas, là. T'as perdu du monde aussi, là. Tu sais, il y a des bons soldats qui sont morts là-bas, puis il y a des soldats qui sont revenus qui étaient plus jamais les mêmes, tu sais. Et puis moi aussi, ça m'a changé. Fait que dans le fond, tout ça, pourquoi? Tu sais, au final, on n'a pas rien accompli. Mais je le savais en allant là-bas. J'étais jeune aussi, mais tu sais, j'avais une idée que je le faisais pour moi personnellement. Mais mettons, on fait l'exercice ensemble. Qu'est-ce que tu pourrais en tirer de positif de ce qu'on a fait là-bas? Ben, d'ailleurs, avant de répondre à la question, je pense que dans toute situation négative, il y a du positif. Hein? Peu importe qu'est-ce qui se passe dans la vie, il y a du positif à en retirer. Qu'est-ce qui est positif que moi j'ai retenu ou qu'est-ce que du Canada qui est allé là-bas? Toi? Ben moi, ça m'a fait grandir. Écoute, je suis parti un garçon puis je suis revenu un homme. Là, ouais, donc, qu'est-ce que tu as pu observer que notre présence sur ce territoire-là peut avoir fait de positif? Pour les Afghans? Pour l'Afghanistan ou le Canada? Pour le Canada, on a parfait. On a travaillé sur nos techniques, nos SOPs. On a travaillé sur nos façons d'attaquer, de se défendre. Hein, fait au point de vue militaire, stratégiquement militaire parlant, je pense que ça a été bon pour le Canada. Ça l'a fait rouler l'économie, ça l'a fait rouler plein d'affaires. Pour ce qui est du peuple afghan,
Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que ça l'a fait. T'sais, pendant le temps qu'on était là, est-ce qu'on a apporté une certaine sécurité à des civils qui voulaient rien en savoir des talibans? Probable, ouais. Mais en même temps, il y avait des talibans qui continuaient à faire de l'extorsion en arrière du rideau. Il y avait plein d'affaires qui se passaient. C'est juste qu'ils le faisaient d'une façon différente. Puis tu as raison dans comment je pourrais dire ça? Les raisons sociales qui sont apportées dans les médias, justement, pour avoir une acceptabilité sociale des opérations dans un pays ou dans un autre, ben il y a souvent un agenda qui est pas présenté, qui est caché, qui est pas tout, là. Comment je pourrais dire ça? Qui est pas socialement acceptable. Donc, oui, mais durant ton déploiement à toi, est-ce que tu l'as senti, cet agenda caché-là? Ouais, mais tu bouches les oreilles un peu, tu sais. Je veux dire, je l'ai senti, ouais, mais comme je te dis, à la base, j'étais là parce que j'étais un soldat. Ouais. J'étais un soldat, puis tu me dis quoi faire, puis je vais le faire, tu sais, puis je vais le faire du mieux que je peux. Je veux pas. Tu sais, moi, je suis parti là comme caporal, tu sais, fait que je suis revenu, j'avais, je pense, 40, 50 000 à mon compte. Tu sais, pour un jeune de 19 ans, c'est quand même assez spectaculaire, là. Puis l'expérience du combat, tu sais, quand tu rentres en tout cas, pour moi, quand je suis rentré dans les forces, c'était pas pour éplucher des patates, là. Tu sais, je suis rentré pour aller me battre, là. Puis c'est exactement ce que j'étais allé faire, tu sais. Fait que pour moi, mes valeurs, c'était ça. Mais quand tu t'es enrôlé dans l'armée, le conflit existait déjà? Il existait-tu déjà? Ouais. Il est temps pour parler? Ouais, il existait déjà. En quelle année t'es rentré? Je suis rentré en 2008. Ouais. Donc, le conflit existait. Donc, tu savais qu'en t'enrôlant, en faisant tes recrues, en t'en allant vers l'infanterie, ça a été ça ton... L'artillerie. L'artillerie, ton premier métier. Mais moi, je suis rentré dans la réserve. Tu sais, fait que dans la réserve, moi, je faisais ça à temps partiel. J'étais encore au secondaire. Mais tu souhaitais être déployé en théâtre. Ouais, à ce moment-là, parce que tu dis, je me suis enrôlé pour me battre. Mais au début, j'aimais pas ça, l'armée, là. Tu sais, je me souviens, ma mère, elle venait me chercher à l'école des recrues, dans la réserve, puis je pleurais. J'aime pas ça. Mais je pense qu'on est une gang à avoir pleuré à l'école des recrues. Fait que, mais j'ai resté avec, où ce que j'ai pogné la piqûre, c'est quand j'ai vraiment été formé, puis je parlais, puis les instructeurs qui avaient été déployés sont venus nous parler, tu sais. Là, j'ai pogné à la piqûre de voir, OK, c'est ça un vrai soldat, tu sais. Puis moi, je voulais faire ça. On va reculer en arrière. Qu'est-ce que tu as fait avant l'armée? Je faisais dur. Non. J'étais chez tes parents? J'étais jeune. Ben oui, j'étais chez mes parents. J'étais à l'école. Tu sais, moi, j'ai lâché l'école pour aller... ça montait à puissance. Ton programme d'études, c'était quoi? Secondaire. OK. J'ai rentré à 16 ans dans les forces. Là. T'as complété ton secondaire 5? Non. Je l'ai complété par la suite. J'ai sorti de l'école, j'étais plus passionné par ce que je faisais. Puis encore aujourd'hui, je le traite avec moi à dire, si t'es pas passionné par ce que tu fais, tu te dois de changer, tu te dois de faire autre chose, que ce soit au travail, que ce soit une relation, peu importe. Et puis à ce moment-là, bon, j'avais une opinion plus précaire de tout ça, mais j'étais plus passionné par l'école. Ça me tentait plus, là. Tu sais, je veux dire, fait que j'ai juste lâché l'école. Et puis j'ai commencé à travailler dans la construction, l'armée à temps partiel, les cours. Puis j'ai 25 ans, je pense. 25 ans, j'ai fini mon secondaire aux adultes. Tu savais que tu voulais pas rester à l'école. Ouais. Tu voulais être sur le marché du travail. Cependant, tu faisais de la réserve à temps partiel. Tu faisais un peu de travail en construction. Tu n'avais pas de plan nécessairement de joindre les forces régulières puis d'en faire une carrière à ce moment-là. Non, pas nécessairement. Tu cherchais quoi? Tu voulais quoi? T'étais-tu juste heureux dans ta gang de chums? J'étais un kid, là. Tu sais, j'ai 16-17 ans. Tu sais, il y a du monde qui ne savent même pas ce qu'ils veulent faire à 40 ans encore, là. Tu sais, fait que je savais pas ce que je voulais, mais ça s'est assez vite développé du moment que j'étais allé, avant même de partir en montée en puissance, mais quand on a commencé la montée en puissance, qui était extrêmement longue, là, c'est une des plus longues montées en puissance. On a 1 an et demi d'entraînement avant de décoller, là, ce qui était comme ça, t'as fait la montée en puissance comme artilleur, comme réserviste? Avec quartier. OK. À quel moment ça a pris un sens pour toi, tout ça? Ah, ça a monté à puissance. Pour vrai, là. Mais surtout dans les semaines, voire les mois avant de déployer, là, de plus que la date s'en venait imminente. Là. Ouais. Mais surtout en montant en puissance, j'ai dit, OK, je vais être un soldat. C'est ça que je vais faire. C'était davantage un appel patriotique? Non, j'ai jamais été patriotique. C'était pour moi. Okay. J'aimais ce que je faisais. OK. J'aimais ce que je faisais. J'aimais tirer du fusil. Je trouvais ça... J'aimais aussi la fierté que ma famille
un party de famille, mon père dit « Hey, mon gars, il est dans l'armée, mon gars, il est militaire, tu sais. Ouais. Il était fier de tout ça, tu sais. Puis le monde m'en parlait, veut pas, le civil connaît pas trop la vie militaire, connaît pas nos entraînements, connaît pas les exercices, tu sais, connaît pas le mindset. Qu'est-ce qu'un soldat fait au régiment ou au bataillon, tu sais, comme tâche quotidienne, le monde ne le savent pas, tu sais. Fait que je trouvais ça hot, le petit côté spécial de tout ça. Oh oui, tu devenais quelqu'un. Mais j'étais pas patriotique. J'étais un gars qui est fier de où ce qui vient, hein, mais je suis pas... Tu es d'où? Rigaud. Okay. On peut être fier de venir de Rigaud? Ouais. Oui, ben oui. J'étais un gars fier qui est dans la vie, mais tu sais, je suis pas comme mon Québec, mon pays, tu sais, je m'en fous de ça. T'es pas là-dedans. Non. T'es pas là-dedans. Et qu'est-ce que je voulais dire? Dis-moi ce qui t'a fait choisir l'artillerie au départ. Est-ce que le recruteur m'a eu? Ouais. Non, j'étais allé au salon. Moi, je suis un chasseur. Moi, je chasse beaucoup dans la vie. Puis, même tout jeune, j'ai eu ma licence de chasse à 12 ans. Là, fait qu'on est allé au salon de la chasse et pêche. Puis, il y avait un stand d'artillerie, justement. C'était à Montréal. Il y avait un stand d'artillerie. Puis, parler, poser des questions. Puis, la seule raison pourquoi j'étais l'artilleur, parce qu'il n'y avait pas un stand d'infanterie juste à côté. S'il y avait eu un stand d'infanterie, t'aurais été fantastique. Probable, tu sais. Je connaissais pas la différence entre les deux, tu sais. Fait que là, eux autres, ils m'ont recruté. Puis après ça, je voulais pas changer de métier. Je voyais bien les gars d'infanterie que c'était peut-être pas mieux que l'artillerie, tu sais. Mais avoir commencé, par contre, j'aurais été un métier intelligent. Avoir commencé... C'est quoi un métier intelligent? C'est pas un métier de combat, premièrement. Puis, tu sais, j'ai le droit de dire ça parce que j'ai été métier de combat pendant 14 ans, tu sais. Un métier intelligent, pour moi, c'est comme MP. Parce que tu apprends quelque chose, tu fais pas mal à ton corps. Moi, mon dos, il est fini. Je veux dire, les métiers spécialisés. Les métiers spécialisés, Weapon Tech, quoi d'autre, Edmond? Tout ce qui est aéronef, là, tu sais, beaucoup de spécialisation entourant les aéronefs. Que quand tu finis les forces, ben au moins, tu as une job au civil assez facilement, tu sais. Bon, ça m'aurait pas aidé avec ma carrière. Mais t'avais pas cette conception-là à l'époque où est-ce que moi j'étais fier d'être un soldat, tu sais, j'étais fier d'aller tirer du gun, puis tu sais, moi je trouvais ça cool, mais avoir eu à recommencer, mettons, j'aurais commencé artilleur, j'aurais déployé artilleur pour avoir l'expérience de combat, mais nous autres, on a commencé le processus de transfert vers la régule en Afghanistan parce qu'on s'est fait dire que ça allait être plus rapide. Finalement, c'était pas le cas pantoute. Mais avoir su, j'aurais fait mon transfert tout de suite en revenant pour aller dans un métier intelligent, comme on veut. Combien de temps après, justement, ton enrôlement, tes recrues avec l'artillerie au niveau de l'unité de réserve, combien de temps t'avais d'expérience avant de te faire shipper l'autre bord en Afghanistan? Je n'avais pas. J'avais mes écoles de recrues, j'avais les métiers de qualification de soldat, après ça PP1, qui est le cours de métier. Après ça, les exercices de réserve fin de semaine, c'était là. Moi, je rentrais à tous les mardis. Puis avant ça, mon seul temps d'expérience, c'était la montée en puissance d'un an et demi. Là, je suis rentré, moi, à Valcartier, green, là, je veux dire... Étais-tu volontaire de la montée en puissance? Ouais. OK. Ouais. Ben, ceux qui savent pas c'est quoi la montée en puissance, c'est l'année et demie, 6 mois avant d'être déployé. Là, c'est là où est-ce que on s'en va valider toutes nos techniques, nos stratégies et notre capacité opérationnelle. C'est ça, travailler avec la team que tu vas déployer. C'est là que aussi les boss ils décident, lui il est peut-être pas bon pour, peut-être qu'on va le tasser, peut-être qu'il viendra pas avec nous. Évidemment, il y en a qui perdent des plumes en cours de route. Fait que c'est ça. Ouais. J'ai envie de te demander comment c'est quoi ton impression de rentrer dans le monde des hommes? Je vais le dire, dans le monde des hommes. T'es tout jeune, puis il y a du monde qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, les bras gros de main. Tu te sens comment être en uniforme, déployé avec la force régulière? Le déploiement, c'était pas si pire. Le déploiement, parce que là, après 1 an et demi, j'étais en pleine confiance de mes moyens. Je savais que j'étais un bon soldat. J'ai fait mes preuves. Ça faisait 1 an et demi que tu travaillais avec eux? Exact. Ils ont vu de qu'est-ce que j'étais capable. Mais dans les débuts de ma montée en puissance, je me souviens, quand je suis arrivé à Valcartier, ils nous ont mis dans les baraques. Là, puis on était 4 par chambre. Ça, c'était pas évident. Ils voyaient, à ce moment-là, j'avais aucun grade sur mon uniforme. Là, puis j'étais avec des caporaux.
des caporaux formés depuis déjà quelques années, puis eux autres, ben c'est ça, tu sais, ils voyaient un petit nouveau arriver, j'étais tout mec dans ce temps-là, tu sais, pas trop sûr de où ce qu'elle m'en allait. Fait que dans les débuts, c'était rough, tu sais, je te dirais que c'était vraiment la première expérience que j'ai eue dans la cohabitation, seul au monde, pas d'instructeur. D'être isolé, c'était ça qui était rough? Pas d'être isolé, c'était pas rough, mais tu sais, de se faire accepter. Tu sais, j'étais un pas de bar, là. Quand on dit pas de bar pour les gens qui écoutent, c'est pas de grade. Tu sais, fait que les grades, c'est pas de bar, c'est une barre, 2 barres caporal chef, sergent, pis tout. Mais moi, j'avais rien. Fait qu'ils voyaient que j'étais un brand new, tu sais. Fait que t'étais un gars intelligent. C'était quoi ta stratégie pour te faire accepter? Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui travaillait. J'ai grandi sur une ferme, tu sais. Fait que j'ai toujours été quelqu'un qui travaillait fort. Puis encore aujourd'hui, fait que j'ai juste travaillé fort, puis j'ai donné le meilleur de moi-même, tout simplement. Tu sais, puis à un moment donné, quand les gens avec qui tu vas déployer voient que tu travailles fort, puis qu'ils n'ont pas à te traîner, puis que tu comprends vite, puis que ben à un moment donné, ton respect, tu le gagnes par toi-même. Puis je te mens pas qu'il y a eu des fois à un moment donné il a fallu qu'on y aille physiquement, tu sais. Puis c'est un peu comme les règles de la prison, tu sais, c'est drôle, mais tu sais, à un moment donné, dans la prison... Ils t'ont essayé. Ben oui, mais tu te laisses pas marcher ses pieds. À cause d'un conflit ou juste parce que c'était la culture? Peut-être un peu des deux. Les conflits, moi, je les créais pas. Tu veux-tu me raconter une anecdote? Tu ben, tu sais, il y avait un gars... Pas obligé de nommer non. Non, c'est ça, mais j'étais avec deux. Puis d'ailleurs, ça a fini à être deux de mes chums, mais il y avait un des gars, c'était un bully un peu. T'sais, lui, il était caporal, il avait bien de l'expérience. Il est bully dans l'armée, tu crois pas. Ouais, c'est ça. Puis, mais il était plus gros, plus grand, puis il était en paire avec un autre gars. Je dirais pas leur nom, mais c'est drôle parce que lui, en déploiement, quand il est venu le temps de se faire attaquer, il était en petite boule en dessous de la table. Puis moi, j'étais allé. Bref, en tout cas. Puis. Le conflit. Ben c'est ça, puis à un moment donné, écoute, c'est viré au point, puis je me suis défendu. C'est quoi la nature du conflit? Ah, ben je sais pas, tu sais, à un moment donné, ça... Tu te laissais plus écœurer. C'est ça, à un moment donné, là, tu sais, il abusait, tu sais, c'était des affaires comme cacher mes couvertes, tu sais, des choses comme ça, mais il faut comprendre que j'avais 18 ans, là, tu sais, puis j'étais avec des, comme tu disais, des grands, des plus hauts gradés, puis là, veux pas, t'as pas de grade, fait que tu fermes ta gueule, tu sais. Fait que, subis un peu, parce que c'est un peu ça, faut pas dire la culture, mais plusieurs d'entre nous ont passé au travers de ça, là, de se faire agacer, mais dans le fond, c'est comme une forme d'initiation, c'est comme du bizutage. Ouais, entre autres, ouais. Quand c'est fait dans un milieu de travail aussi, que ça fait plusieurs années, puis les gars sont habitués de tu joues un coup à un, puis l'autre te rejoue un coup. Émotionnellement, tu le vis pas de la même façon que quand t'es nouveau, puis t'es pris à partie pour qu'on te teste. Dans le fond, c'est un test de voir comment tu vas réagir. Mais ça n'a pas duré longtemps. Il faut que je fasse attention aujourd'hui, mais j'ai quand même la fuse assez courte, là, puis dans l'armée, c'est drôle, mais dans l'armée, c'est comme bien vu d'être agressif, tu sais, c'est bien vu d'avoir un tempérament court, là, tu sais. Pas d'être agressif, mais, tu sais... Ça a déjà été valorisé, en tout cas. Fait que c'est ça, quand je dis que j'ai eu besoin de me défendre, ben, ça a pas pris trop de temps que je me suis défendu, puis après ça, ben, je suis pas du genre à faire trop de vagues, puis j'ai acquis le respect parce qu'ils ont vu comment je travaillais, que je travaillais fort, puis quand c'est le temps de creuser à trancher, ben, même le gars qui me faisait chier, j'allais l'aider, tu sais, puis quand c'est le temps de partager ma ration, ben je la partageais. Tu sais, je suis confiant de dire que j'étais un très bon soldat. Puis après ça, ben ça c'était avec mon crew avec qui j'ai déployé, mais je sais pas comment ça, mais pendant la montée en puissance, maintenant on a déménagé. Moi j'étais rendu avec des blindés dans la chambre. Fait que j'étais rendu avec 3 blindés. Puis ça c'est une petite histoire là, tu sais, rendu là. L'entraînement à ce moment-là était à Valcartier. À Valcartier, ça montait en puissance. Puis ça c'est juste une petite histoire sur le side. J'étais avec un bladé, j'avais une Camaro 84, elle était neuve, elle était pas neuve, mais elle était toute restaurée, elle était sa coche. C'était une Z24. Hein? C'était une Z24. C'était pas une Z24, mais c'était le modèle T-top. Écoute, la peinture était refaite en neuf. Bref, j'ai vendu ça à mon coloc de chambre. Okay. Un blindé, je dirais pas son nom, là. Puis lui, quand on est revenu, j'habitais avec lui pendant peut-être 6 mois dans la chambre. Là. Son lit il est à côté. Quand on est revenu, il a tilté raide. Il a tué sa famille au complet. Pardon? Dexter style, là, il a tout plastifié partout. Avec des papiers. Puis il a assassiné sa famille, il les a coupés en morceaux. Son père, sa mère? Ouais, sa belle-mère, son père et sa belle-mère. Puis après ça, il a essayé de couvrir l'histoire là, en faisant des textos. Ça a fait les journaux? Ça a fait les journaux, mais ça a été étouffé très rapidement. Ça a fait les journaux parce que c'est pas longtemps après qu'il soit revenu. Lui aussi, c'était un réserviste.
Donc, ils ont parlé d'un meurtre prémédité. Je sais pas les termes exactement, ouais. là, mais le mot militaire a sorti, une ancienne militaire, mais je te dis, quand on dit qu'on a des affaires qu'on sait pas. Là. Découpé avec un couteau. Mais je vais juste assimiler l'information. Ouais, c'est assez fucked up, tu sais. J'avais jamais entendu j'habitais avec ce gars-là. Mais non, mais parce qu'ils l'ont étouffé. Ouais. Ça aurait pas bien paru pour les forces de dire, tu sais, un soldat, un tel a fait ici telle affaire, tu sais. Ouais. Mais encore là, tu t'écris son nom, je te le donnerai tantôt, mais l'histoire est encore disponible sur Internet, là, mais il y a très, très peu d'informations disponibles pour ça. OK. Ouais. Toi, t'as servi avec cette personne-là? Ouais, ben en Afghanistan, je l'avais vu 1 ou 2 fois, là, tu sais, parce qu'on était sur des groupements tactiques différents, mais ça t'apparaissait quel genre de personne? Super calme. Ouais. Très calme. J'allais au gym avec lui, je m'entraînais. Vraiment un bon Jack. L'agressivité, la violence, pas tout. c'était pas perceptible. Rien de ça. Puis quand tu dis qu'il a tilté, quand il est revenu, est-ce que toi, tu l'as vu ou t'as entendu avant la tragédie? Non, non. Okay, c'est suite à la tragédie. C'est ça. Même, j'ai pas eu de contact avec lui, là, avant qu'on soit déployé, là, tu sais. Je pense que je l'avais vu à Kandahar, puis on avait dit salut ou whatever, mais... Donc, on pourrait penser que c'est une conséquence à un problème de santé mentale. Peut-être, mais tu sais, rendu là, t'avais-tu déjà un problème avant? Tu sais, je sais pas. Parce que le geste est énorme. C'est capoté, là. T'as passé combien de temps dans la réserve avec l'artillerie? Au total? En réserve, 3 ans, peut-être. Parce qu'en déploiement, j'étais réserviste. Oui. Donc, tu reviens de l'Afghanistan. Et combien de temps avant ton retour en Afghanistan que tu décides que tu veux faire ça comme carrière, que tu joins la force régulière? Ben déjà, l'application avait été envoyée pendant qu'on était en Afghan. Fait que notre capitaine avait... T'avais pris la décision déjà. C'est ça, mais c'était supposé d'être instantané. Quand on revient 2 semaines après, t'es dans régule, merci, bonsoir. Finalement, c'était pas ça le cas. Ça a été quoi le cas? J'ai été quasiment 1 an à être réserviste. Fait que là, en revenant, je retournais dans la construction. J'ai parti d'une compagnie de construction dans la couverture, dans les voitures. Ouais. Puis là, je pognais des classes B aussi dans la réserve. En fait, des classes B, pour ceux qui savent pas, c'est des contrat à temps plein tout en étant toujours réserviste. Donc j'ai fait quelques contrats comme ça. Je me souviens pas exactement des contrats. Juste à temps que le jour où j'ai eu mon appel, Nicolas, t'es rendu régule, pack tes affaires, tu t'en vas au Manitoba. Fait que moi qui voulais aller à Québec, retourner dans mes pantoufles de déploiement, voir mes chums. Il t'a envoyé avec les Anglais. Il m'a envoyé avec les Anglais parce que j'ai... Je le dis pas de façon péjorative. C'est ça. mais c'est une base anglophone, c'est Shiloh. Ouais, exact. Parce que dans mon profil, j'étais... je suis bilingue, tu sais. Avoir su, j'aurais pas mis bilingue, tu sais, j'aurais dit je parle français. T'as appris où ton anglais? Chez nous, mes parents... avec c'est bizarre, ma mère, je parlais toujours anglais, mon père français. OK. C'est le même que je l'ai appris. Tu reviens d'Afghanistan, tu as encore 1 an avant d'avoir ton transfert dans la force régulière. Ouais. Tu pars des entreprises. T'es comment à ce moment-là, ton état d'esprit après avoir... mêlé un peu. Je suis en manque d'adrénaline de manière assez intense. J'ai beaucoup de difficultés à m'adapter dans les premiers 6 mois, disons. Là, ça s'est replacé. Comment c'était les relations interpersonnelles avec des civils? Justement, tu avais une entreprise, tu avais à faire de gestion de ressources humaines? Ouais, c'était pas si pire. Au niveau des ressources humaines, moi, j'avais un partenaire là-dedans aussi. Là, okay. Fait que lui pognait plus la majorité du lead. Là. Moi, j'étais là pour un point de vue financier. Puis des mains sur le terrain. J'avais de la misère avec l'autorité. J'avais beaucoup de la misère avec l'autorité. De me faire coller. Je me suis fait coller pour un stop qui a pas été fait. Puis j'ai pété une coche. Qu'est-ce que tu veux dire? Si je viens de pouvoir tuer quelqu'un si je voulais. Puis là, tu me fais chier parce que je peux pas faire j'ai pas fait mon stop 3 secondes. Fait que l'autorité, pour moi, c'était très difficile. Puis ça s'est replacé. Tu voulais un privilège pour ce que tu avais fait. On part d'un environnement où tu as le droit de faire littéralement tout ce que tu veux, sous toute réserve, là, on est tellement encadré ici comme société, puis c'est correct, il faut qu'on soit encadré, il faut des règles, il faut qu'on les fasse, nos maudits stops, là. Mais à mon retour, j'ai eu de la difficulté avec ça. J'ai eu le manque d'adrénaline, là-bas, j'ai pas réalisé pendant que j'étais déployé, puis c'était sûrement la même chose pour toi, mais
on vient accro à l'adrénaline, hein, c'est une drogue. Puis on se faisait attaquer à quasiment tous les jours. Je me couchais avec l'adrénaline, je me levais avec l'adrénaline, puis j'arrivais ici, puis il y a personne qui m'attaquait, puis fait que là, bon, on commençait, j'allais dans les bars pour me battre, pas parce que j'aimais me battre, mais parce que je cherchais l'adrénaline, parce que je me suis battu pendant 9 mois en Afghan, que là, c'était la façon pour moi d'aller recréer ce type d'adrénaline. Encore une fois, je tiens à préciser, ça n'a pas duré longtemps, là. Tu disais que t'étais un peu agressif, de l'impulsivité. T'avais ça avant l'Afghanistan ou? Oui, c'est ça. Je pense que on est un peu la réflexion de qui nos parents sommes, jusqu'à un certain point. Puis mon père a toujours été quelqu'un avec un tempérament assez court. Fait que je pense que j'ai hérité de ça un petit peu. Ton père faisait quoi dans la vie? Il réparait des électroménagers, frigidaire à poire, là, un technicien. Puis mais à l'inverse, ma mère est douce, c'est un amour, je veux dire, tout le monde l'aime. Fait que je pense que j'ai hérité un peu de tout ça. Fait que puis c'est ça, en revenant en Afghan, c'était comme accentué. Là, Et ça a été quoi les premiers signes que tu vois de cette montée de violence-là? Comme là, tu as parlé pour un traffic stop, mais tu allais dans les bars. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que tu allais volontairement dans les bars pour dire hey, moi, je m'en vais chercher quelqu'un aujourd'hui? Ou tu avais la mèche courte? Non, mais j'allais boire, j'allais m'échapper. Hein, j'allais boire, puis quelqu'un me regardait croche, c'était une excuse pour... Juste de l'alcool ou de la drogue aussi? Ouais, toutes ces réponses. Ouais. Toutes ces réponses, OK. Oui. Pour essayer de toujours aller trouver ce high-là, tu sais, que tu avais. Donc, tu prenais de la consommation, pas qui te donnait, mais plus qui t'amenait plus haut. OK. Pour vivre ça. Puis, l'alcool est un décompresseur, est un... Oui. Ça peut t'amener à... Ça essaie de stabiliser, mais tu sais, ça prenait pas de tac. J'allais pas là pour ça, mais si ça l'arrivait, je reculais pas. Là, Quel genre de bar? Juste parce que je suis curieux, c'était plus un dance club ou c'était plus un petit bar miteux de... Toutes ces réponses. OK, t'allais un peu partout. Ouais, oui. Une gang de chums à ce moment-là où tu te promenais comme loup solitaire? Non, c'est des chums, deux, toujours minimum 2 personnes, là, minimum. As-tu quelqu'un qui t'a déjà dit Nick, je pense que c'est un problème? Ouais. Oui? Ouais. Des amis proches de toi? Ouais. À mon retour, justement, dans ces phases de bar-là. Là. Puis t'as réagi comment à ça? Encore une fois, j'étais jeune, hein, j'étais dans mon... Ce que j'ai eu beaucoup de difficultés aussi en revenant, c'était... Moi, je viens d'un petit village, je l'ai dit tantôt, à Rigaud, à Saint-Lazare, Vaudreuil, tout le monde savait j'étais qui. Tout le monde savait j'avais déployé. « Hey, Nick, t'es malade, t'es déployé. » Puis là, tu vis sur un high, t'es un héros. Pendant quelques temps, mais à un moment donné, on passe à autre chose, là, tu sais. Moi, j'ai un peu, là. Fait que là, j'ai mon high d'Afghanistan, j'ai mon high de retour d'être un héros, que là, j'ai plus rien, là. T'sais. Mais là, il faut que j'aille le rechercher, ce high-là, tu sais. Mais, avec du recul, est-ce que j'aurais dû consulter tout de suite? Ouais, tu sais, mais oui, j'ai des amis qui m'ont dit, là, l'échappe un peu, là. À part les batailles, la consommation, t'allais chercher où l'adrénaline? Sexualité? C'était pas mal ça, c'est assez. Je me souviens, là, j'étais sur l'autoroute, je pense que je roulais à 210. Puis j'étais sorti du véhicule, je tenais mon steering, tu sais, puis je me disais, je n'avais besoin, tu sais, c'était super dangereux, c'était complètement stupide, là, tu sais, j'aurais pu mourir d'être là, tu sais, surtout que j'avais une AVO, là, grosse comme ta table, là, tu sais, fait que, avec des roues de 13 pouces, là. Quasiment, tu sais, fait que... mais tu sais, l'important, donc, c'est que ça s'est estompé. T'avais pas à l'esprit, puis c'est ça que j'essaie de voir, là, t'avais pas à l'esprit que ton comportement pouvait nuire à d'autres personnes, ou si t'en avais conscience, tu t'en foutais? Je pense que j'en avais conscience, mais je décidais de pas l'écouter. Tu sais, je pense que j'en avais confiance, mais j'étais comme dans un monde parallèle. Tu sais, j'étais là, ma tête était là, mais on dirait que j'étais à la quête de quelque chose d'autre. C'est un gros choc quand même de revenir et d'avoir vécu tout ça à un si jeune âge. Là, j'étais un garçon, mon cerveau n'était pas pleinement développé. Non, absolument pas. Puis là, le retour... excusez. Ouais. Ton père, t'es-tu fier de toi? Oui, encore aujourd'hui. Ta mère aussi? Oui, 100%.
Ouais, ils savent pas tout. Ben là, j'ai commencé à pas mal plus extérioriser tout ce qui s'est passé, puis mon retour. Puis, tu sais, je me sens un peu comme le syndrome d'imposteur des fois, parce qu'il y en a tellement qui ont vécu plus que moi, tu sais. Il y en a tellement qui ont tu sais, dans le fond, mon histoire, puis probablement ton histoire aussi, a rien à voir avec qu'est-ce que d'autres gars ont vécu qu'on connaît, tu sais. Fait que des fois, j'ai le sentiment d'imposteur, mais je commence à l'extérioriser beaucoup plus en venant sur, mettons, ton podcast ici, que j'ai hésité d'ailleurs pour en parler, mais sur mon podcast aussi, j'en parle dans notre enregistrement ensemble, on en a parlé un peu. Fait que je commence à vraiment plus m'extérioriser. S'il y en a qui sont intéressés, allez voir notre épisode sur ton podcast qui s'appelle Là on jase. Épisode numéro 2. Si je me trompe pas, j'ai eu le privilège d'être le deuxième invité de ton podcast. T'as été mon premier personnalité publique, si on veut. La première personne que j'ai été reach out puis que t'as accepté. Fait que t'as été mon premier, Steven. Ça a fait plaisir. Puis on a réalisé qu'on a joué au basket pour les mêmes équipes. C'était très drôle. À ce moment-là, tu te tenais-tu avec des militaires, tu te tenais avec des civils? Ton ancienne gang de chums. Mes chums étaient à Québec. Fait que je descendais à Québec une fois de temps en temps. À mon retour, tu parles? Ouais. Je descendais à Québec une fois de temps en temps, mais tout le monde était à Québec. Mais moi, j'habitais dans le coin de Montréal. Fait que je me tenais plus avec mes chums. Est-ce que tu penses que ça aurait été favorable d'être autour de ta gang de militaires avec qui tu as servi? Je sais, c'est hypothétique, là. Peut-être. Il te manquait-tu? Non, j'avais été 9 mois avec eux autres, là, 9 assez. Je voulais avoir des amis, je voulais être le héros dans mon propre monde, tu sais. Okay. Dans mon coin, ben j'étais comme t'avais été en Afghanistan, que là j'avais été avec eux autres, ben ça aurait pas été le même vibe. Ben, on allait à Québec, puis on sortait d'un bar à Québec, puis on foutait en tu sais, je veux dire. T'avais-tu l'impression qu'autour de ta gang de chums, qui n'étaient pas des chums d'armée, il y avait une incompréhension de ce que t'avais vécu? Ben oui, avec raison, mais j'en parlais pas. T'sais, j'ai commencé à parler de qu'est-ce que j'ai vécu, puis comment je me suis senti face à ça il y a quelques années seulement. Fait que ben, c'est sûr qu'il y avait une certaine incompréhension. T'sais. Puis quand tes chums te demandaient, raconte-nous ce qui s'est passé là-bas, t'en parlais pas? Non. Fait que t'as été plusieurs années à garder ça pour toi. Moi? Ouais, même avec ma psychologue, ça a été très, très difficile à commencer à m'ouvrir. Là. J'ai passé, je sais pas combien de sessions. Ça serait cool d'ailleurs d'avoir, je pensais à ça l'autre jour, d'avoir un psychologue qui vient s'asseoir ici. Puis juste, on va en avoir juste parler. On va en avoir une, en fait. Ouais, c'est ça, oui. J'ai de quoi dans l'œil, là, mais j'ai passé des sessions complètes à rien dire avec mon psychologue. Là. J'étais assis de même. Là. Puis tu te demandais pendant qu'est-ce que tu une heure. Là. Ah, ben oui. Même encore aujourd'hui, j'ai pas le goût d'aller la voir. Là. Tous mes rendez-vous, Parce que là, tu as cessé tes rendez-vous? Non, j'y vais encore toutes les semaines, ouais. Mais tu te poses encore la question. Ah ouais, j'aime pas ça, mais mais quand j'en ressors, ça me fait du bien d'en parler. Puis je suis pas... j'ai été diagnostiqué post-traumatique, mais tu sais, il y a plusieurs niveaux à un syndrome post-traumatique. Je pense pas que je suis un syndrome très avancé. Je fonctionne très bien dans mon quotidien. En partie parce que j'ai accepté la personne qui je suis. Puis laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu souffres? Non. Souffre comment? Non. À l'intérieur? Non. Tu es en paix avec tout ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a des fois on n'oublie jamais. Hein? Il y a une façon de pardonner, mais jamais oublier. Oui, je suis en paix avec ça. Mais les consultations aident beaucoup. De m'extérioriser comme ça ici, ça m'aide quand même. Parle-moi de l'élément déclencheur qui t'a donné l'envie d'aller rencontrer quelqu'un en psychothérapie et dire je vais essayer d'améliorer ma situation. C'est venu avec ma sortie des forces. Où ce que, avant de sortir, tu fais des examens. Dans la machine à saucisses, on t'a présenté la possibilité d'avoir quelqu'un... La machine à saucisses, on devrait peut-être en parler au monde, là, parce que la machine à saucisses... Vas-y, explique la machine à saucisses. C'est un processus de sortie. On dit la machine à saucisses parce que ça s'emboîte, puis c'est back-à-back. Ils te proposent plein de choses, dont que tu prennes en charge tes propres finances. Donc, ils vont te donner un cours aussi sur les finances de la retraite. Ils vont te donner ils vont t'accompagner, si tu veux, suite à une sortie médicale, entre autres. Ils vont t'accompagner pour une deuxième carrière, si tu veux avoir de la formation... pour aller exercer un autre métier. C'est ça la machine à saucisses. Et dans tout ça, il y a les programmes sociaux, il y a les intervenants qui font une évaluation de ton physique et de ton mental. Puis c'est là où est-ce que les services te sont proposés. Moi, je savais même pas que j'étais affecté. Là. Juste à temps qu'il me parle du post-traumatique. Là, tu sais. OK. Mais tes chums te l'avaient dit, pourtant.
Ouais, mais mes chums me connaissent pas c'est quoi nécessairement. Tu sais, j'avais eu des pointeurs, c'était là, mais tu sais, il y a personne qui savait exactement c'était quoi. Il y a personne qui est docteur, personne n'aurait pu me diagnostiquer. Tu sais. Y avait-tu une blonde dans ta vie dans ce moment-là? Ouais. Et cette personne-là? En Afghanistan, j'avais une blonde qu'on s'est laissé quand je suis revenu parce qu'elle comprenait pas. Puis elle m'avait trompé aussi pendant que j'étais déployé. Là, mais tu sais, j'étais un kid, on s'en fout. Mais ouais, puis j'ai une blonde, je pense. Ma prochaine blonde, c'était au Manitoba, quand j'étais à Shiloh. OK. Mais c'est ça, fait que... Fait que t'avais pas ce support-là d'une conjointe. Non, au contraire, là, tu sais, ma blonde, quand j'étais en déploiement, on avait des HLTA, des vacances au milieu du déploiement, puis tout le monde allait en Australie. Toi, t'es allé où? Je sais pas. Pour ton HLTA? Non, pour mon HLTA. Ouais. T'es allé à Dubaï, 72 heures, me semble. Après ça, HLTA. Tes vacances. Je suis allé en Thaïlande pour mes longues vacances. Ah, wow. Mais tu vois, ça, c'est malade, là. Ouais. Il y a des gens qui sont allés en Australie, Thaïlande. Il y a plein de gars qui sont allés en Thaïlande. Quel trip de malade. Ouais. Moi, je suis revenu au Canada. C'était une opportunité extraordinaire parce que t'avais un bout de fête. T'sais. Exact. T'avais vraiment un bout de fête. Moi, à ce moment-là, avec ma blonde, c'est ce qu'on avait envie de vivre, de découvrir une autre civilisation. Donc, c'est un autre, l'Asie complètement différent de l'Occident. Donc, c'est la même copine que toi aujourd'hui? Non. OK. Non. Moi aussi, j'ai eu plusieurs relations au travers de cette carrière militaire-là. Ouais. Mais bref, moi, je suis revenu au Canada comme un con, parce que j'avais des vacances payées à travers le monde. Ouais. Je suis revenu au Canada voir mon ex. Puis, évidemment, moi, j'étais encore en Afghanistan, dans ma tête. Ouais. Puis je me levais à la nuit, là, j'étais en retard mon chef de garde, là, tu sais. Puis je cherchais mes affaires. Puis là, elle est allée dire à ma mère, Nicolas, il est fucking raide, il est post-traumatique, tu sais. Mais tu sais, dans le fond, à ce moment-là, j'étais pas si affecté que ça. J'étais juste comme j'arrivais d'un environnement ultra hostile. Tu sais, à là, genre dans le sous-sol de chez ma blonde, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu normal, là. Mais c'est ça, elle a pas aidé à tout ça. Elle a pas trouvé ça normal. Non, elle tripait pas trop, là, tu sais. Est-ce que tu crois que... Je veux pas te mettre des mots dans la bouche. Est-ce que tu crois que un meilleur match avec un psychothérapeute ou une psychothérapeute pourrait faire en sorte que tu te demandes moins souvent sur une chaise qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu penses que tu as un bon match avec ton... Oui, non, je pense que j'ai un bon match. Je me dis pas qu'est-ce que je fais là, c'est juste que ça me tente pas d'aller... Je suis pas un gars qui parle de ses sentiments tant que ça. Fait que ça me tente pas d'aller parler puis discuter de tu sais, je veux dire, je manque d'heures dans une journée pour travailler, là. C'est comme là, je dois avoir 12 messages textes, 4 appels manqués, là, tu sais. Fait que d'aller m'asseoir dans un bureau puis juste parler de ma vie, j'aime pas ça. Fait que non, je pense que c'est un bon match, ça m'aide beaucoup. Je pense aussi que tout le monde devrait consulter. Surtout les gens qui ont sorti des forces, mais n'importe qui, policier, pompier, même si t'es réceptionniste, je veux dire, je pense que tout le monde devrait consulter. Peut-être pas toutes les semaines, peut-être pas tous les mois, mais il devrait avoir un psychologue sur le téléphone pour parler une fois de temps en temps. Puis il faut normaliser le fait de parler, puis de communiquer, puis d'échanger, tu sais. Et de quoi on devrait parler? De tout, de ce qui va pas, de ta journée qui a mal été, tu sais, parce que oui, on a des amis, on a de la famille qui est là pour nous écouter, mais tu sais, un psychologue veut pas, c'est là pour, ça peut te donner des petits trucs, des conseils. Fait que, tu fais-tu des cauchemars aujourd'hui? Non, je rêve même pas. Est-ce que tu as des pensées intrusives? Non, c'est quoi ça veut dire ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu te mets à penser à l'Afghanistan. Ou à un événement ou à une situation. Ça peut arriver, mais c'est très éphémère, puis ça passe. Ça, c'est surtout quand j'en parle. Ouais. Comme là, on en parle, donc ça va avoir un effet. C'est ça. Sur peut-être les jours suivants. Non, pas les jours. Sur le chemin du retour, je vais peut-être songer à quelques scénarios qui sont arrivés, mais sans plus. Si tu avais un événement en particulier que tu aimerais désensibiliser, qui a été un événement marquant, qui est même un événement peut-être envahissant, ça serait lequel? Tu vas peser ces boutons, là. C'est pas fin, hein? Je sais que t'es capable. Un événement de l'Afghanistan? Oui, c'est sûr, oui. M'en dis un si tu m'en dis un. C'est un deal? OK. Tu commences.
Donne le temps d'y réfléchir. Ben, on en parlait. Le temps que tu y réfléchisses, je vais juste le dire parce que pour beaucoup qui nous écoutent, tu sais, souvent en psychothérapie, ce qu'on va demander, puis encore là, je suis pas psychothérapeute, puis je suis pas un spécialiste de la santé. J'essaie juste avec mon expérience, puis avec mes connaissances, mon expérience personnelle de partager ce que moi j'ai fait. Puis une des choses que j'ai fait, c'est que j'ai priorisé ce qui était le plus dominant dans des pensées intrusives, des cauchemars, qu'est-ce qui pouvait aussi me déclencher, puis si ça me déclenchait, c'est associé à quoi? Fait que c'est ça au début que j'ai voulu davantage désensibiliser, puis c'est à ça que je m'attaquais en premier lieu. Si, mettons, je fais un miroir avec ça, ce serait quel événement que tu as pu vivre en Afghanistan qui est le plus dominant? Ben, je sais pas, il y en a eu plein qui ont été... Il n'y en a pas un qui sort du lot plus que les autres? Ben, il y en a, mettons, juste pour faire une connexion avec ce qu'on parlait plus tôt, on jouait à Xbox, on avait un stand easy, là, c'est une cabane en plywood compressé, là, on avait un vieux Xbox, qu'on avait rabouté 3 Xbox, on avait rien que ça à faire, là, faire des coups, on avait un vivarium, aussitôt qu'on trouvait un scorpion, on trouvait des animaux, on les mettait là-dedans, puis on mettait des gageons, on gageait des paquets de cigarettes pour, puis des fois un peu d'argent pour savoir quel animal qui allait gagner, des même. Fait qu'on jouait au Xbox, puis écoute, s'il y avait une journée que ça pétait pas, on savait que le lendemain, ça allait brasser pas mal, là, tu sais. T'étais sur quelle position à ce moment-là? Quelle position que tu étais? J'étais artilleur. Non. Le camp. J'étais à Soja. Okay. La FOB Soja. Fait que moi, j'ai été sur une FOB, Forward Observation Base, pendant tout le déploiement. On était à Massengar aussi. J'ai été pendant mon déploiement, depuis que Karen Blais elle a décédé, ils ont tout arrêté le convoi pour les artilleurs. Et puis moi j'ai été sur le seul convoi, moi puis 2 autres gars au téléphone de reconnaissance. Fait qu'on était les 3 seuls des dernières années à avoir été sur la route. Puis là on a fait le tour, on est allé à Massengar, on a fait 4-5 FOB, on est parti pour une semaine complète avec l'information. Mais l'histoire que tu me racontes, on joue au Xbox. Mais l'histoire c'est ça, fait qu'on joue au Xbox puis bam, à un moment donné, ça saute, tu sais. Puis c'était là, tu sais, c'était de l'autre côté, puis il y avait les escos qui nous ont protégés quand même, là. Mais la grenade, elle a sauté sur le bord de l'esco, tu sais. Puis je sais pas si pour toi, il est arrivé un événement similaire, mais il y a un bruit assez assourdissant d'une grenade qui saute. Pas seulement l'explosion, mais l'implosion aussi qui vient avec, hein, les shrapnels qui pètent partout, que là, on sait que c'est vrai, tu sais. Fait que là, évidemment, on lâche tout ce qu'on fait, on met même pas la game sur pause, puis on met nos frag vests, puis on assume nos positions. Hein? On assume nos positions, puis on engage s'il y a besoin d'engager. Et puis le fameux gars, le bully que je parlais à ce moment-là, c'est pour cette attaque-là, il a tellement eu peur que là, on a assumé nos positions, puis c'est de valeur parce que le gars qui était dans le tour, on avait une grosse tour au milieu, là, peut-être 50-60 pieds d'eau. Dans le jour, on était un gars, puis dans la nuit, on était 2. Puis le gars qui était là, c'était un jeune, puis il a figé. Il a vu le gars, c'était un taliban, là, il a passé en moto, il a pitché la grenade, puis il a vu le gars, puis il voulait tirer, mais il a figé, tu sais. Fait que, casse. Mais, fait que nous autres, par le temps qu'on se rend dans nos positions, on n'a pas vu c'était qui, on n'a pas pu engager, mais quand on est revenu, tu sais, on a fait le AR, hein, on s'est tout mis, qu'est-ce qui est arrivé, comment c'est arrivé. Ouais. L'autre gars s'est fait désosser ben raide, le gars d'entour, là, tu sais, il voulait même plus aller, il s'est fait rentrer dedans, là. Puis on est revenu. Puis est-ce qu'il l'a dit sporadiquement qu'il l'avait vu, puis qu'il n'avait pas pris action? Oui. Comment il s'est senti? Ben, il s'est sûrement pas senti gros dans ses shorts quand la chaîne de commande il est rentré dedans, là. Tu sais, nous autres, on y a. La chaîne de commandement l'a réprimandé sur le spot? Oui. On était dans une tente, puis on l'entendait se faire crier après, là. OK. Ouais. Puis, pour nous autres, c'était un peu frustrant parce que on voulait tout l'avoir, le kill, là. Tu sais, fait que, tu sais, moi, j'aurais aimé ça. Vous aviez tous passé proche de mourir? Oui, on a passé proche. T'as-tu senti ta vie en danger? Je me sentais plus en sécurité en Afghanistan que Montréal sortant des bars. Là, là. J'étais armé jusqu'aux dents. J'avais une équipe avec moi qui était super sharp. Je me sentais en sécurité. Oui, je me sentais en danger. La fois, je me suis senti les 2 fois le plus en danger,
Pourtant, on s'est fait attaquer toutes les semaines, mais c'est sur le convoi. Sur le convoi, maintenant, on t'a arrêté dans un vallon. Ouais, on avait un convoi de... C'est quoi la raison du convoi? C'était pour... je sais pas. Nous autres, on était là pour mettre des firmes d'arpentage. J'étais artilleur, hein, fait que on mettait des points d'arpentage régimentaires fait que sur différentes fois pour que les infanteries puissent placer leurs mortiers puis les ajuster. En fonction de ce gros point-là. Le convoi en soi, je sais pas c'était pourquoi, mais nous autres, on était là pour ça. Okay. Puis on était arrêtés dans un vallon. Puis je capotais. On arrêtait dans un vallon pour donner des bonbons aux enfants. Là. Puis là, moi, j'étais sur le micro. Là, on décalisse. Moi, je voulais pas rester là. J'étais tireur C9 en arrière. Tu sais. Position de vulnérabilité. Moi, je voyais ça, les vallons à gauche puis à droite. Mais moi, je m'étais fait déjà 30 scénarios dans ma tête. Là. Je capotais. Là, j'ai eu peur d'y rester. Le convoi, en général, j'ai quand même eu peur. T'avais déjà eu l'histoire de la grenade avant? Ouais. OK. Ouais. Le convoi, c'était quand même assez épeurant. J'étais dans la hatch en arrière parce que je me disais, bon, j'étais tireur C9, puis j'étais comme volontaire pour y aller. Mais je me disais que si ça sautait, ben au moins je me ferais pas péter par le plafond. Au moins j'allais être éjecté du véhicule. Mm-hmm. Mais bref, le convoi, c'était une expérience assez particulière, hein, parce que t'en as fait beaucoup de convois. Je veux dire, les gars, ils pètent souvent en convoi. Puis puis quand les gars justement de l'infanterie, je me souviens pas quel bataillon, mais le gars, il faisait la maintenance sur sa .50. Je marchais avec mon assiette pour aller à la cuisine. Puis elle faisait la maintenance, puis elle laissait passer une burst au-dessus de ma tête. Ça, j'ai eu peur en maudit. Fait que c'était du friendly, puis... Il faisait de la maintenance, donc c'était une C6? C'était une .50. .50? Ouais. Monté? Ouais. Puis il faisait son nettoyage monté? Ouais. Je sais pas trop comment il a fait son cas, là. Sans avoir enlevé les balles, qui est la première mesure de sécurité. Ouais. Fait que, mais tout ça pour dire que quand on était revenu, ben le gars il était encore en dessous de la table, tu sais. Fait que lui, ben tu sais, en même temps, tu peux pas le chicaner, tu sais, le gars il était traumatisé, tu sais, il a eu peur, là, tu sais, fait que tu peux pas y tomber sur la tomate, là. Fait que, tu peux pas y tomber sur la tomate, mais en même temps, celui qui a été dans l'inaction dans la tour, les superviseurs l'ont blasté. Ouais. Tout de suite après. Ouais. Qui était peut-être pas la meilleure façon de procéder non plus. Ça, je pense aussi. Je pense aussi. Ben... C'est pas moi le petit caporal. Non, ce que je veux dire, je veux juste exposer aux gens que sur un champ de bataille, plein de choses peuvent arriver, puis même si tu as des protocoles, même si tu as que tu connais une meilleure façon de faire, des fois de façon réactive, ben ce genre d'action-là, de comportement-là peut arriver. Donc, ça a été 9 mois avec continuellement des menaces puis des actions. Il y avait un gars, maintenant, on était au gym, puis nous autres, tu le sais, là, mais il y avait l'ANA qui faisait la sécurité. De quel gym canadien ou C'est un gym canadien, c'est notre gym d'artillerie, parce que nous autres, on avait un compound complet pour l'artillerie, parce qu'on ne pouvait pas partir de nos positions. Parce qu'on manait les mortiers, on avait 6 mortiers à maner, plus les 2 canons. On se faisait caler de mission de tir, il fallait qu'on soit là. Fait qu'on avait un compound complet pour nous, puis on avait notre gym à nous, parce qu'on ne pouvait pas aller sur le gym de la FOB plus loin. Là. Okay. Puis on avait vraiment un beau gym, là, parce qu'il fallait qu'on reste là tout le temps. Puis il y avait l'ANA qui... J'allais dire parce qu'on est Canadiens-Français aussi. Là. Non, nous autres, on a pris le relais sur les gars de PET. OK. Puis les gars de PET, ils avaient fait un méchant beau gym. Fait qu'on l'a comme amélioré. C'est ça, c'est cool, hein? Chaque roto, tu améliores un peu ton setup. Et puis, j'étais dans le gym à m'entraîner, puis on a fait des stéroïdes, parce que les gars, ils revenaient de Thaïlande, puis ils achetaient plein de stéroïdes pour pas cher. Ouais. On faisait rien que ça, s'entraîner. Tu sais, je veux dire, quand... Puis là, bien évidemment, ça grimpe le niveau d'agressivité un peu. Puis il y avait un gars de l'ANA qui m'a regardé, puis il jouait de la guitare avec son AK-47, puis il disait « I kill you! I kill you! » Puis c'est tout ce qu'il savait dire. Puis là, je suis devenu fou, là. Moi, j'étais ça attends un petit peu. Donne-moi plus de détails. T'étais où à ce moment-là? J'étais dans le gym, je m'entraînais. Et lui, il était là avec son AK-47? Dans le fond, non, il était... Dans le fond, le gym était là, puis il y avait une tour qui... Le gym, il était comme en coin de la FOB. Ouais. Puis à chaque coin, ben il y avait c'est à ciel ouvert, là, je veux expliquer. C'est ça. C'est à ciel ouvert, puis il y a une tourelle qui est là pour l'observation, puis dans la tourelle, t'as-tu un Canadien ou t'as juste de l'ANA? D'un tourelle autour de la FOB, il y avait une tour au milieu de la FOB, ça c'était c'était des forces de l'OTAN qui étaient là, sur nous autres, mais autour de la FOB, le périmètre, c'est l'ANA. Okay. L'ANA puis l'ANP. Fait que lui, il était avec son AK-47.
Ouais, lui était, je me souviens là, il y avait les pieds il était au-dessus de l'esco là, puis il y avait les pieds qui bandonnaient dans le vide, puis là, il jouait de la guitare, puis il me pointait avec son AK-47, tu sais. Moi je te l'ai dit tantôt, tu sais, j'étais un chasseur, tu sais, fait que moi la sécurité avec les armes à feu, ça a toujours été super important, tu sais. Puis dans l'armée on le disait, hein, agis comme si tu avais un laser infini sur ton canon, puis tu vas être sûr de jamais blesser personne. Puis lui il me pointait, hey, je suis venu. Est-ce qu'il te regardait? Ouais, il me regardait, ouais. Lui, il riait. Kill you, mais tu sais, on sait qu'il y avait beaucoup de corruption hein, avec l'ANA puis l'ANP. Ouais. Pour les gens qui écoutent, là, l'ANP, c'est Afghan National Police, ANA, Afghan National puis Army. Là, tu dealais avec un ANA. Un ANA. Donc, un membre de l'armée nationale afghane. C'est ça. Puis là, j'ai pogné ma C9, je l'ai caqué, puis là, j'y pointais d'en face. Moi, il m'a tué. Mon sergent, il dit, là, ils m'ont calmé, là, mais je pense que je m'en allais le décocher. Là. Est-ce que t'es seul qui a vu ce comportement-là, à ce moment-là? Non, t'es 3 dans le gym à ce moment-là, ouais. Puis après ça, ben... C'était toi qui pointais? Ouais, ouais. Puis, ben là, à ce moment-là, mon capitaine, il est allé voir le commandant de l'ANA, puis ce gars d'ANA... Il n'est pas resté là longtemps? Non, je sais pas ce qui est arrivé avec le reste de tout ça, mais... On peut penser jusqu'au pire. Ah, ben, eux autres, ils niaisent pas trop, hein, fait que... Penser jusqu'au pire. Fait que c'est ça, ouais. Fait que c'est ça, des petites péripéties très intéressantes. Des petites péripéties. Mais je peux comprendre ton excès de colère, ta violence à ce moment-là, parce que c'est ta vie qui est en danger. Puis comme tu le dis, on sait très bien que la police afghane et l'armée nationale afghane, il y avait de la corruption. Ils n'étaient pas tous loyaux aux forces de l'OTAN. Cependant, qu'est-ce qui se passe avec ça, hein, d'ailleurs, l'ANA et l'ANP, là que les talibans ont pris le contrôle. Je sais pas. Tu te rappelles-tu de la milice afghane, en fait, quand on est arrivé en Afghanistan en 2004, c'était l'AMF qui était une genre de force. Puis eux autres avaient souvent allégeance avec des warlords. C'était comme ça fonctionnait. Puis c'est eux, en fait, je pense, si je me trompe, corrigez-moi, mais on en a fait, plusieurs d'entre eux, on en a fait des policiers ou des membres de l'armée nationale afghane. OK. C'était ça l'objectif. C'est sûr que je déployais 2004, l'autre après, ça a été 2007. Il y a 3 ans entre les deux. L'évolution, je l'ai pas vue, puis je suis pas capable d'en témoigner, mais il y avait une volonté que ces combattants-là viennent au service du pays, puis qu'ils deviennent loyaux avec une faible rémunération, mais c'était déjà mieux que ce qu'ils pouvaient avoir avant. Il y en a que je pense qui étaient là pour les bonnes raisons aussi. Là. Il y en a qui étaient là pour bien servir leur pays. Là. Je pense qu'il y a beaucoup, peut-être même encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent la progression de leur pays. Mm-hmm. Mais c'est à se demander, hein, pareil, qu'est-ce qui devient de tout ce monde-là aujourd'hui? J'ai pour mon dire que la population devrait... ça devrait venir de la population, la volonté de changement, la volonté de... Ouais, mais en même temps, tu sais, la population, tu le sais comme moi, que la population là-bas... ouais, c'est les autres, ils ont pas de règles, là, ils vont extorsionner ta famille, puis tu sais, je veux dire, ça joue rough, là. Hey, j'ai de quoi pour toi? T'étais-tu parti sur une question? Non. J'ai vu, je passe du coq à l'âne un peu, là, j'ai vu ces réseaux sociaux que récemment, là, t'accumules des antiquités. Ben, en fait, c'est quoi ça, quand j'ai acheté ma maison, c'était un fixer-upper. C'était une maison qui était à refaire, de toute façon. Mais si tu veux la vendre, tu m'appelles, hein? Tu peux pas, t'as pas ta licence de courtier en Ontario. Okay. Merci pour l'offre. C'est le fun. Et quand j'ai acheté cette propriété-là, je savais que je devais la refaire du basement jusqu'au projet, toit. Et dans la cour, il y avait une vieille barn. C'était une ancienne farmhouse. Il y avait des animaux là-dedans. Puis le monsieur qui m'a vendu, c'était une séparation. Puis ça a été rapide. Puis il a laissé beaucoup de choses en arrière. Puis la grange était pleine. Pleine d'antiquités. Beaucoup reliées aux animaux, parce que j'ai énormément de fer à cheval, mais aussi des outils que je questionne les gens. Quelle année vous pensez que c'est? Ça a-tu une valeur? Blablabla. J'ai du plaisir avec ça. Où c'est que tu allais avec ta question? Ben, tu voulais juste vendre ma maison. C'est juste ça que tu voulais faire.
Parce que là, j'ai vu ça, Nick, m'a inspiré. on est en pleine émission de TV. Tu veux pas te lever de même? Ah ouais, ben oui, écoute, on fait ce qu'on veut. C'est... Probablement le podcast le plus décousu. Mais écoute, je voulais Tu vas-tu me sortir un katana? Tu vas-tu faire un... Je voulais te remercier parce que, comme je caporal t'ai Lortie dit, de toi-même? t'es un invité super à mon podcast. Je suis content d'être ici aujourd'hui. J'ai appris à te découvrir. J'ai une très belle découverte. Je t'apprécie beaucoup. Puis j'ai été inspiré quand j'ai vu tes affaires d'antiquité. Puis tout, fait que je voulais t'offrir un cadeau. OK? Je voulais t'offrir que c'est pas la guenille. Faites-en pas avec ça. OK? Ça date de la Deuxième Guerre mondiale. Première, Deuxième Guerre mondiale. C'est une baïonnette. Arrête donc, toi. Je le dis. Fait que ça tous à mon ami. Prends-en soin. Je vais juste effacer mes empreintes avant de te le donner, là, juste au cas. Là. Mais Ça a pas servi à découper une famille. non, je penserais pas. Là. Je penserais pas. Mais gars, si tu l'ouvres, là, ça, tu sais quoi, la rainure dedans? À quoi que servait cette rainure-là? Ouais. Non, vas-y, éduque les gens. C'est qu'ils mettaient ça, évidemment, c'est une baïonnette, là, ils mettaient ça au bout de leur fusil. Oui, parce qu'on réalise que le bout du canon c'est ça. rentrait ici. Mais ça faisait une succion. Fait que ça faisait que quand il rentrait dans l'ennemi puis qu'il le retirait, ça tirait les intestins ou peu importe. Fait que est-ce que tu sais l'origine? J'ai aucune idée. OK. J'ai aucune idée. Donc, on va faire l'exercice sur les réseaux sociaux, à savoir. Merci ça fait infiniment plaisir. du don, du cadeau. Je me sens privilégié. Je suis pris de court un peu, j'ai pas de questions. Ben non, mais c'est correct. Je crois que dans la vie, c'est... puis j'ai réalisé ça beaucoup récemment. C'est pas juste en donnant des choses, des objets, mais il faut donner plus qu'on reçoit. Puis je pense que c'est une clé d'une meilleure société, que ce soit de knowledge, de pouvoir, d'objets, donner plus qu'on reçoit. Fait que voilà, mon ami. Merci infiniment. Je suis touché, je suis surpris, déculotté, décontenancé. J'ai l'impression, ma première idée, c'est qu'on va le garder pour comme props du podcast, mais en même temps, je me suis dit, je sais pas, quelqu'un qui s'assit là qui voit un couteau devant moi. Mais là, dans ton armoire chez vous. Ça peut l'aider à témoigner. Mais je suis curieux de savoir si tes auditeurs peuvent nous dire de quelle année ça date. Puis si ça vaut bien cher, tu m'inviteras à une prochaine émission. Mais même si ça vaut cher, je vais le conserver. Je suis un gars comme ça. Je suis pas quelqu'un qui est très attaché à l'argent, mais je suis attaché aux objets qui me font vibrer en dedans. Merci beaucoup, Nick. Ça fait plaisir. Là, tu voulais juste... là, vous voyez, vous avez vu un moment d'évitement pour pas avoir à parler de choses plus profondes. Parce que... merci de te livrer comme ça. Je sais que je t'ai pris un peu off guard. Je sais que t'es en processus de rétablissement, puis tu travailles fort sur ta santé mentale. Puis au travers d'une carrière d'entrepreneur qui semble monter, qui semble se développer rapidement, au-delà du podcast que tu as qui s'appelle Là on jase, et vous irez vous abonner pour voir ce qu'il fait avec l'équipe que tu... Ton produit est extraordinaire. Merci. Merci de saouler le monde, un podcast après l'autre. Non, mais ce que je veux dire, c'est parce que c'est sur ton podcast, il y a un sommelier. Exact. Ouais. Et je disais la semaine passée que je t'avais pas fait honneur, dans le sens que moi, le vin, c'est j'aime ou j'aime pas. Je suis pas quelqu'un qui est capable de... Tu l'as-tu bu, la bouteille, avec ta blonde? Pas encore. Non, pas encore. Je la garde, c'est encore une fois, je suis attaché aux objets. Donc, je la garde pour une occasion spéciale. OK. Bon, ça, je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, tu développes une carrière florissante dans le monde de l'immobilier. Entre autres, ouais. Est-ce que tu veux nous dire comment c'est arrivé dans ta vie, cet objectif-là de... T'étais entrepreneur, t'as déjà été entrepreneur, donc c'était pas nouveau pour toi? Entrepreneur, oui, là, tu sais, j'ai commencé une compagnie de construction pendant une couple de mois, puis j'ai été dans l'armée, mais jamais je pensais avoir la fibre entrepreneuriale en moi. Quand tu penses faire une carrière dans l'armée, tu penses pas à autre chose, tu sais. Mais il est venu un temps, à l'école des recrues, peut-être que c'est le COVID, hein, on parlait de rester à la maison pendant un bon moment. J'ai commencé à faire beaucoup plus de développement personnel au niveau des vidéos que j'écoutais. On parle de Gary Vee aussi. Des gens qui t'inspiraient. Ouais. Puis j'ai découvert mon why. Ce qui est la nature de ton podcast.
On s'entend-tu? Un peu, ouais. Donc, tu rencontres des gens qui, justement, ont je veux un sens à leur vie, qui ont passé par-dessus des grands défis. Qui ont réussi, puis la réussite, c'est pas juste monétaire aussi, tu sais, c'est pour moi le fait que toi, t'as changé de carrière, puis maintenant, tu t'es rendu humoriste, pour moi, ça, c'est une forme de réussite, tu sais, puis je veux donner des golden nuggets aux gens qui nous écoutent, tu sais. Tu disais que t'avais découvert ton why. Ben, c'est ça, j'ai commencé à me poser la question, c'était quoi mon why, tu sais. Ouais. Pourquoi j'ai fait... Tu veux expliquer aux gens c'est quoi le why, parce que c'est un mot emprunté de l'anglais, c'est du pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais, tu sais, puis je me suis posé la question, pourquoi est-ce que je suis dans l'armée, tu sais, pourquoi est-ce que je veux atteindre le plus haut grade de l'armée, tu sais. Puis j'ai eu une période de remise en question, et puis finalement je me suis assis pour déterminer c'était quoi mon why, puis mon nouveau why, puis c'est correct que ton why change en cours de route. Absolument. Mais mon nouveau why était plus en lien avec l'armée. J'étais plus passionné par ce que je faisais. Je me sentais comme un oiseau pris dans une cage. Je savais pas encore qu'est-ce que j'allais faire comme entrepreneur. Là, écoute, il y a le podcast, il y a la compagnie de lavage de fenêtres puis de revêtement extérieur qu'on commence, mais je savais pas jusqu'à quel point ça pourrait aller avec tout ça. Mais une chose que je savais, c'est que je me sentais comme un oiseau pris dans une cage. Tu sais, incapable d'ouvrir ses ailes puis atteindre son plein potentiel. Puis je pense qu'on se doit tous à nous-mêmes, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans peu importe la job que t'es, d'atteindre ton plein potentiel. On se le doit à nous-mêmes, on se le doit à nos générations qui viennent avant nous, aux générations qui viennent après nous, mais surtout à toi-même, tu te dois d'être la meilleure personne que tu es capable d'être. Autant en humour, je pense que tu devrais essayer d'être le meilleur humoriste que la Terre ait jamais connu, tu sais. Puis c'est une façon que on vit sans regret, puis c'est une façon que à la fin de notre vie, on va pouvoir dire crime, j'ai tout donné, tu sais, puis j'ai essayé d'être la meilleure version de moi-même. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut donner la meilleure version de soi-même, mais qui n'a pas nécessairement des grandes capacités? Je pense que tout le monde est capable. Quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas de capacité... non, pas de grandes capacités. Tu sais, il y en a qui sont capables de créer beaucoup de richesse, il y en a d'autres qui ont plus de difficulté à créer de la richesse. Ouais. Mais premièrement, il faut déterminer c'est quoi la richesse pour toi. Si pour toi, la richesse, c'est de voir tes enfants à chaque soir, mais peut-être qu'une vie d'entrepreneur, c'est pas nécessairement pour toi. Hein? Fait que c'est déterminer c'est quoi la richesse. La richesse, c'est pas juste une forme d'argent. Avant hier, je mangeais un steak avec ma blonde, puis le steak était donc bon. Ben pour moi, ça, c'est une forme de richesse. Le steak, il m'a coûté $15. Là. Mais ça, fait que c'est ton état qui fait en sorte que ton steak est si bon. C'est avec qui t'es, à ce moment-là, comment tu te sens. Tu sais, souvent, on va dire, hey, je mangeais à ce restaurant, meilleur restaurant de ma vie. Ouais. Non, c'est le meilleur moment de ta vie. T'étais bien. Absolument. C'est pour ça que la bouffe était si bonne. Absolument. C'est quoi ton why? Fait que, mon why, c'est de créer une richesse générationnelle. OK. Monétaire, entre autres. Mental, de knowledge. Moi, Noël, cette année, j'ai donné à toute ma famille, puis mes neveux, puis les enfants de ma sœur, des livres. J'ai pas donné de cadeaux, des souliers, peu importe. J'ai donné des livres de développement personnel. Parce que la richesse générationnelle ne se crée pas juste en argent, mais se crée en connaissance. Puis c'est ça que je veux donner à mes enfants. Mon père, il m'a toujours dit, petit train va loin, tu sais. Reste dans l'armée, tu vas être bien, va avec la sécurité. Mais la vraie vérité, c'est que le succès est juste dépasser ta zone de confort. T'sais. Puis si tu restes dans ta zone de confort pour tout le temps, ben peut-être que justement, cette richesse-là, tu pourras pas aller la trouver. T'sais. Fait que de sortir de la zone de confort puis d'essayer d'accomplir ton plein potentiel, tout ça rime ensemble. Mais pour moi, mon why, ça a été la raison pourquoi je me lève à chaque matin puis pourquoi je travaille aussi fort, c'est pour créer une richesse générationnelle. Je veux que mes petits-enfants, mes petits-enfants aient tout ça d'instaurer en eux, tu sais. Fait que moi, c'est ça qui me motive. Il y a d'autres gens que ça peut être d'autres choses. Tes enfants? Pas ce que je cherche, non. J'adore cette réponse. Pas ce que je cherche, mais j'en veux. Oui, 100% j'en veux, oui. Je pense que ça serait quasiment un gâchis de pas pousser ça vers une future génération. Mais tu sais que je suis à l'aise avec, quand tu dis nos enfants, là, moi, je suis à l'aise que les enfants, ça appartient pas à deux êtres humains. Les enfants, ça appartient à tout le monde.
En fait, on a tous une responsabilité dans le développement d'un enfant, de près ou de loin. De développement de toute la société. Tu sais, c'est un peu la raison pourquoi j'ai fait le podcast aussi. C'est que si je peux redonner une plus-value puis instaurer un genre de why ou un questionnement dans la tête d'un adulte qui a des enfants, ben lui, peut-être qu'il va le transmettre à ses enfants. Tu sais, puis c'est toujours dans l'optique de donner plus que qu'est-ce qu'on reçoit. Puis automatiquement, si tu en donnes plus, tu vas recevoir plus. C'est l'instinct humain. C'est comme ça qu'on fonctionne. Si toi, tu donnes un meilleur show que quelqu'un d'autre, si tu donnes des meilleures blagues, automatiquement, tu vas avoir un meilleur retour. C'est comme ça. Tu en donnes plus, tu reçois plus. Mais pas dans l'idée de recevoir, mais toujours dans l'idée de donner. Moi, j'avais un adjudant-chef. Est-ce que c'est dans l'idée... Attends un peu. Est-ce que c'est dans l'idée de que tu sois reconnu? Est-ce que c'est dans l'idée qu'on se rappelle de toi, de laisser un leg, ou même si tu es oublié, le leg que tu vas avoir laissé est suffisant pour toi? Même si un jour t'es pas très connu, t'es à l'aise avec ton... 100%. J'ai pas nécessairement l'objectif d'être connu. Si ça arrive, tant mieux. Mais tu sais, être connu, je trouve ça lourd un peu. Ça vient avec un fardeau. Tu sais, justement, je peux pas dévoiler le nom là, parce qu'on a signé un document, mais j'ai interviewé un artiste récemment au podcast. Un des plus connus au Québec, puis ça vient avec son fardeau, tu sais. T'as une responsabilité sociale à ce point-là, fait que j'ai pas le goût de me rendre là. Je fais les choses pour moi, je fais les choses, qu'est-ce que moi je pense qui est bien de faire, hein? Puis après ça, ce qui viendra avec, viendra. Mais, Est-ce que tu aurais un jour envie de, au lieu de donner le livre des autres de croissance personnelle, de créer toi, ton propre ouvrage? Ouais, c'est dans mes plans. Ouais, okay. J'ai plein de, moi, l'armée, comme un peu comme l'armée, moi, j'ai décortiqué ma vie en phases, tu sais. Fait que, phase 1, phase 2, puis c'est ça, c'est sûr que créer mon ouvrage, c'est dans mes plans. C'est quoi ta prochaine phase? La prochaine phase, là, présentement, on est à parfaire le podcast. Je veux que ça se roule tout seul. Présentement, c'est financé tout par moi, puis c'est correct. Est-ce que t'aimes ça? J'adore ça. Oui? J'adore ça, ouais. J'aime vraiment ça. Mais c'est ça. Présentement, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Puis présentement, beaucoup d'argent, mais je veux que ça roule par soi-même, mais le podcast, je vais toujours le continuer, ça c'est sûr et certain. Juste à temps que j'ai un autre mindset, que peut-être, il faut jamais dire jamais. Mais j'y crois beaucoup. Même chose que pour toi, je pense que les réseaux sociaux, c'est essentiel. Puis de donner une plateforme comme ça aux gens. Tu sais, toi, je trouve ça débile, là, ton modèle d'affaires. T'es basé pour les militaires. Il n'y a correct. pas de modèle d'affaires. Tout est bénévole, je comprends. Non, mais tu comprends. Oui. C'est ça. Fait que t'as comme un why pour le podcast, mais bref. Mon why, c'est simple. C'est très simple. Puis il y en a qui l'ont déjà entendu. Peut-être pour certains, ça va être surprenant, mais j'ai commencé à faire de la scène, puis j'ai vu dans l'œil des gens les préjugés envers les militaires et les vétérans. J'ai vu, j'ai senti une indifférence, j'ai senti... comment je pourrais dire ça? J'ai senti que ça pouvait être difficile, la réinsertion sociale. Je veux dire ça comme ça parce que je considère les militaires qui ont fait plusieurs années dans l'armée qui sont pratiquement institutionnalisés. Donc, ces difficultés-là peuvent aller jusqu'à placer un vétéran dans l'invalidité. Pourquoi? Parce qu'il y a de la difficulté à retourner à la vie civile. À cause des préjugés, à cause de l'indifférence, à cause de... Il peut être une bombe à retardement, tu comprends-tu, avec un problème de santé mentale. Donc, j'avais envie d'humaniser les hommes et les femmes qui ont choisi ce métier-là. J'essaie de le faire sur scène, j'essaie de montrer que je suis pas juste un ancien soldat, mais que je suis un être humain avec des valeurs et que mes valeurs sont comme les leurs. Donc, en donnant la possibilité de faire du témoignage, puis il n'y a rien de plus puissant qu'un témoignage, je vais le faire aussi longtemps que j'ai la possibilité de le faire. Je sais pas si je vais le faire toute ma vie. J'adore ce que je fais. Mais à un moment donné, j'ai passé proche d'abandonner. Parce que c'est difficile d'arriver à rassembler cette communauté-là, vétérane. Il y a beaucoup de conflits, des conflits générationnels. Pour certains, il y a un manque de respect, manque de compréhension, manque d'empathie. Il y en a qui ont zéro empathie non plus. Donc, c'est difficile d'être sur la place publique à essayer de tenir tout ça ensemble quand que je vois des comportements qui sont
dans ma compréhension normale à cause des blessures, à cause des problèmes de santé mentale, mais qui rend difficile d'exister de façon continue parce que faut que tu gères les conflits. Et ça, je trouve ça difficile. Je trouve ça très difficile. C'est demandant émotionnellement. Est-ce que tu mets de la pression un peu trop, tu penses, par rapport à ça? Ouais, j'avais vraiment une volonté de rassembler cette communauté-là qui, des fois, comment je pourrais dire ça, est divisée entre les groupes de motards ou les groupes sociaux, les gens de différentes légions. Les vétérans sont un peu partout. Mais ceux qui cherchent à appartenir à cette communauté-là, j'avais l'objectif d'être un peu rassembleur, d'être compréhensif, d'être inclusif, parce que j'entendais beaucoup, puis tu me l'as dit sur le podcast, tu m'as dit, je savais même pas si j'allais venir, je savais même pas si c'était pertinent pour moi de m'exprimer, de parler de ma carrière, et on est tous comme ça. On se demande tous pourquoi moi? Tu sais, il y a du monde qui ont fait plus que moi. Mais il y a une chose que j'ai retenue en humour, c'est que oui, tout a été fait, mais pas par toi. Chaque personne a une histoire. Puis c'est ça qui est important de comprendre, c'est que une carrière militaire est teintée aussi de tu viens de où? C'est quoi ton passé? Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie, que tu as pris une décision ou un autre? Et si on se met à écouter ces gens-là, ben on va réaliser qu'on est tous humains. Puis d'aller chercher cette humanité-là, ben c'est ce que je me suis donné comme mission. Je sais pas si je vais y arriver, mais du moins pour le temps je le fais. Ça donne une raison à ma vie. Et je pensais pas pleurer, moi. Et je souhaite faire une différence dans la vie des gens. C'est ce que je fais. Et éventuellement, je vais sortir une première conférence et puis je vais aller davantage à la rencontre des gens, en essayant aussi de garder un équilibre parce que de façon publique, on peut devenir rapidement je vais pas dire ce mot-là, mais un genre de gourou pour les gens dans le sens qu'on devient une personne de confiance. C'est important d'être bienveillant envers cette confiance-là et de ne pas abuser des gens qui te font confiance. 100%. Ouais. Je pense que c'est une cause qui est super noble. As-tu déjà pensé à redonner, là c'est un exemple, mais une partie de chacun de tes shows à une légion, une partie de chacun de tes shows à un organisme, ou de donner des heures communautaires en échange? Je sais pas, là. Ce que je fais, c'est que je prends l'argent de la vente de billets et l'argent de mon salaire pour être capable de continuer le programme qui s'appelle le show du souvenir, où est-ce que je donne une formation d'écriture humoristique, présentation numéro à des vétérans blessés, pour qui, ensemble, au travers des mêmes défis, vivent une sensation qu'ils n'ont jamais vécue avant, vivent une émotion extraordinaire qui va les faire sentir vivants. Puis c'est à ça qu'ils vont penser la journée, qu'ils vont avoir une journée plus difficile, c'est que, hey, je suis capable de vivre encore des belles affaires. Donc, et pour cette année, le programme va voir le jour dans un festival d'humour qui est le Festival du Rire de Joliette. On présente des vrais vétérans de l'humour, donc c'est des vrais vétérans qui ont servi les Forces armées canadiennes, qui sont blessés, qui ont appris à faire de l'humour, ils sont très drôles, et je m'en vais produire ce spectacle-là. Wow! C'est quoi être fier, d'année en année, la communauté grandit. Je veux pas en faire des humoristes de la relève. Ouais. Chacun est libre de partir et de venir, mais l'important, c'est que ils se sont trouvés là et se lâcheront pas à partir de là. C'est vraiment super. Fait que c'est mon why à moi. Mais j'adore. Je ne pensais pas l'étaler sur le podcast. C'est correct. Je le mal fait d'être devant un autre animateur. Nicolas, de quoi t'es le plus fier? Eh boy! Ouais. De quoi je suis le plus fier? D'être... Avant que tu le dises, là, j'ai les bras croisés. Je veux pas que les gens interprètent ça par un signe de fermeture. On a des blessures physiques. Ça me fait du bien d'avoir les bras croisés. La première fois que je le dis, mais il fallait mais moi, c'est drôle, hein, tu dis ça, mais le monde dit c'est un signe de fermeture. Mais j'ai jamais perçu ça comme un signe de fermeture. Non, mais il y en a qui l'interprètent comme ça. Des bains de même, mais reste de même, qu'est-ce que je te dis? Ça peut être comme ça. Ouais, tu veux te mettre... En tout cas, vrai. J'ai les gros bras, puis je les repose. Voilà. De quoi que je suis le plus fier?
Je suis fier de... Écoute, je suis fier d'être la personne que je suis. Je suis fier de qu'est-ce que j'ai accompli au quotidien. Je suis fier de la personne que je suis devenu. Tu sais, moi, j'ai découvert le yoga. Que je suggère à tout le monde de faire du yoga. J'ai toujours été celui qui levait pesant, qui s'entraînait fort, qui courait des longues distances. Je cours encore des longues distances, mais le yoga, pour moi, ça a été complètement révélateur. C'est bon pour les muscles, c'est bon pour le mindset, la respiration, être zen. Et puis, il y a le professeur... Dans le moment présent? Dans le moment présent, tellement. Tu sais, moi, avec les 3 business, ça roule à 100 000 à l'heure, tu sais. Puis quand j'arrive au yoga... Il n'y a plus rien de ça. On se focus juste sur la respiration. C'est fou, hein? Respiration tactique, on a eu des formations là-dessus. C'est essentiel. C'est tellement hot, le yoga. Ce qui est nécessaire sur le champ de bataille. Qui est nécessaire qui m'a sauvé la vie. Tu sais, une champ de bataille, mais le champ de bataille de la vie. Tu sais, t'as une période stressante, t'as déjà... Fais ça 5 fois juste pour voir comment que les choses vont mieux aller assez rapidement, tu sais. Fait que bref, il y a une prof de yoga qui dit on finit les classes, puis on est couché, puis elle nous met une petite serviette sur ses yeux. Puis elle nous fait répéter en continuité, je suis fier, une des classes là, que j'ai été la semaine passée, je suis fier de la personne que j'étais, je suis fier de la personne que je suis, et je suis fier de la personne que je serai. Puis pendant comme 15 minutes, t'es là à te répéter ces mêmes mots-là, tu sais. Je pense qu'on devrait tous être fiers de qui nous étions, que nous sommes aujourd'hui, puis que nous allons devenir. Fait que je suis extrêmement fier de tout ça. On a fait des bons coups, on fait des moins bons coups, c'est normal, ça fait partie de la vie. Fait qu'il y a un élément de croissance personnelle au travers de ton groupe de yoga. 100%. Ouais, tout le monde devrait faire du yoga, c'est simple. C'est une des disciplines les plus complètes que j'ai pu faire. J'ai fait pas mal tous les sports, j'adore. Coach de vie? Coach de vie? T'aimerais-tu ça devenir coach de vie? Non. Je trouve qu'il y a trop de coachs présentement. Je vais peut-être même faire me lancer des roches pour dire ça, mais je trouve qu'il y a trop de coachs, des gens que peut-être qui sont... Ben, ils ont peut-être de quoi à dire. Mais... Mettons qu'on brainstorm un peu. Est-ce qu'il y a beaucoup de coachs de vie parce qu'il y a beaucoup de besoins? Hein, c'est une relation c'est l'offre et la demande? 100%, oui. Puis la vraie vérité, c'est qu'être un coach, c'est super lucratif. Tu fais tous tes enregistrements d'avance. C'est du revenu passif. Tu ne feras jamais de l'argent si tu ne fais pas de l'argent pendant que tu dors. C'est du revenu passif bref, ça comme vient ton contenu sur ta chaîne YouTube. Ça roule pendant que tu dors. Voilà, ça en fait partie. Comme l'immobilier, hein, d'avoir des portes, les gars, pourquoi ils ont de l'immobilier? Parce qu'ils ont de l'argent des locataires pendant qu'ils dorment. Là, tu sais, fait que, j'ai perdu ma lancée d'idées. Tu veux moi pour t'aider? Hein? On va reculer le temps. Ouais, c'est ça, on va revenir en arrière. Mais dans le fond, t'es fier de toi, t'es fier du parcours que t'as. Ben oui. T'es fier de où tu t'en vas. Les gens qui t'entourent, est-ce que c'est les mêmes gens qu'au début de ta vie ou les gens viennent et repartent dans ta vie? Ouais, j'ai quelques amis proches. À toutes les années, on fait une journée redneck qu'on appelle. Fait qu'on amène tous nos fusils, puis on tire du pigeon d'argile, puis on fait du 4 roues, puis on appelle ça la journée redneck. Fait que ces chums-là, je les ai depuis 10, 15, 20 ans. Ouais. Mais... Après ma barre, les amis, ça part puis ça vient. Je vais juste te dire ça parce que je me demandais si certains de tes amis étaient peut-être confrontés par le fait que tu évolues, tu travailles de la conscience personnelle, tu changes. Est-ce qu'il y a des amis à qui ça fait peur? Est-ce qu'il y a des amis qui te reconnaissent plus? Est-ce qu'il y a des amis qui veulent passer plus ou moins de temps avec toi? So be it. Ça m'importe peu. C'est pas quelque chose. Ça m'importe peu. C'est triste à dire, mais je suis extrêmement selfish là-dedans. La personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Puis moi, je pense à moi. Si la personne me fait pas avancer, forcément, elle me fait reculer. Donc, j'ai pas besoin de toi. Tu sais, je veux dire, les amis pour moi, puis le monde qui m'entoure, mes connaissances, je suis extrêmement facile de les flusher, puis de les faire sortir de ma vie. Parce que ma vie est trop précieuse pour passer du temps avec du monde qui me pousse pas vers l'avant. Récemment, j'ai rentré dans un groupe, shout-out, là, mais j'ai rentré dans un groupe qui s'appelle le groupe Performance, que si tu veux venir, c'est super intéressant. C'est un groupe de gens où hier, on est allé dîner.
Puis j'étais entouré de tous des gens plus riches que moi, plus monétairement, knowledge, avec tous des mindsets de C'est feu. un genre de BNI. BNI. Ouais. C'est un groupe de performance, c'est un groupe de gens qui ont là pour s'entraider. Échanger les contacts. C'est ça, tous des entrepreneurs. Il y en a même qui sont pas entrepreneurs, mais tous des gens qui ont le développement personnel comme priorité. Fait que c'est super. Pour vrai, c'est top. Puis, où est-ce que je m'en allais avec ça, Colin? T'as le droit, Nick. Colin, t'as le droit, puis encore une fois. J'ai trop de choses que je veux dire, mais le monde qui sont... C'est ça, je suis facile à sortir les gens de ma vie, puis le groupe Performance, pour moi, c'est un exemple de... Je m'entoure de gens qui sont meilleurs que moi, tu sais. Puis si t'es le meilleur dans la pièce de tout le monde, de tous tes chums avec qui t'es... Mais peut-être que tu devrais... Peut-être pas les délaisser, mais tu devrais peut-être chercher pour parfaire tes horizons, t'entourer de gens qui sont meilleurs de toi pour justement essayer de reach le prochain niveau. Fait que pour répondre à ta question, là, une très longue réponse pour une si petite question, mais je suis facile à sortir les gens de ma vie. J'oublie pas mon monde, les gens, mes amis qui j'ai grandi, avec qui j'ai fait des mauvais coups. Mais c'est correct aussi de changer d'amis. C'est correct. Il y a certaines personnes qui pensent que si son entourage ne progresse pas à la même vitesse qu'eux, ils vont les délaisser parce qu'ils vont les retarder. C'était un peu le fond de ma question. Ce que j'aime beaucoup, puis tu le réalises pas, mais à chaque fois que tu perds ton idée, tu te fâches pas. Tu es dans l'acceptation des problèmes cognitifs. J'aime ça, voir ça. Puis je voulais le nommer. Merci. Parce que c'est pas grave, au bout du compte, d'oublier quelque chose. Puis on peut revenir plus tard puis d'en parler. Au pire, on va en rire. Là, au pire, surtout, on va en rire parce que c'est cocasse, puis on n'est pas après discuter de la prochaine ogive nucléaire, tu comprends-tu? Donc, on a le droit. Puis c'est ça la beauté du podcast, c'est qu'on veut se présenter devant les gens comment on est avec nos beaux puis nos mais des fois ça me nuit ça, hein, parce que je fais des transactions puis des fois il y a plein de stress d'impliquer là-dedans, puis des fois je parle aux clients, je dis hey, personne va mourir là. Non. C'est correct. Ouais. Et des fois on associe beaucoup trop d'importance à quelque chose qui est banal. Puis on dirait que tu réalises ça quand tu passes proche de la mort, puis quand tu passes proche quand tu passes des situations extrêmes dans ta vie, c'est pas grave. Tu sais, comme ça va bien aller. C'est quoi le plaisir dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? Pas faire de la route, puis là je pense à la route qu'il faut que je fasse. Fait que, merci d'être ici 2 ans. Plaisir dans la vie, de respirer, de toucher, de passer du temps avec des gens que j'aime. Tu joues encore un peu au basket? Je joue, ouais, justement, j'ai une game à soir dimanche passé là, que je t'ai invité et t'es pas venu, mais je sais que c'est loin, mais c'était super cool. On a réservé un gym. En fait, ça faisait déjà 4 ou 5 jours que j'étais sur la route. Ouais, il fallait que je rentre à la maison à un moment donné. Je sens pas, là. On va rejoindre ensemble, c'est sûr et certain. Mais oui, je joue au basket. Et puis j'ai pas le temps. Tu sais, à soir, j'ai pas le temps. Comme je te dis, j'ai plein de messages que je vais devoir répondre, mais je prends le temps. Puis c'est important, je pense, de prendre le temps pour les petites choses, puis de pas s'oublier, puis prendre soin. Moi, j'aime ça, le basket, ça me fait sentir libre. Puis mes clients, ben, ils vont attendre. C'est de valeur, là. Mais je peux pas servir mon client au maximum de mes capacités si intérieurement, je suis pas heureux à faire ce que je fais. Puis moi, ce qui me rend heureux, c'est jouer au basket une fois semaine. Fait que je vais aller jouer au basket, puis d'enjoy les petits plaisirs de la vie, de prendre une gorgée d'eau, maudit que c'est bon. Tu sais, de tout, de juste respirer, tu sais. Puis en gratitude. Voilà. Ça va être le mot de la fin. Amen. Nicolas Raymond, merci infiniment d'avoir pris ton temps, ton énergie, d'avoir puisé dans tes émotions puis tes souvenirs. Merci d'avoir témoigné. Vraiment. Tu sais à quel point ça va aider plusieurs d'entre nous. Des fois, à faire un petit bout de cheminement dans leur établissement. D'autres, ça va être peut-être un game changer dans leur vie. Merci d'avoir fait ça avec moi. Merci d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast Studio. Encore une fois, très heureux de vous savoir à l'écoute. Allez vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok sous Steven Bilodeau humoriste. Et bien sûr, pour tous les épisodes intégral, vous me corrigerez, gratuit sur YouTube, sur la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Mon nom est Steven Bilodeau et c'est un privilège à chaque fois de vous présenter mes vétérans. Merci beaucoup. Bye bye.